Classique. 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand. L'invité politique sur Radio Classique et LCI. Nous sommes avec Hubert Védrine, qui a été, vous le savez, secrétaire général de l'Élysée, ministre des Affaires étrangères, et qui s'intéresse évidemment aux questions de politique internationale qui sont très importantes actuellement, avec à la fois la situation de la Grèce, ce qui se passe en Ukraine et évidemment au Proche et au Moyen-Orient. Vous avez eu l'entretien de Nicolas Sarkozy ce matin. Vous avez écrit vous-même sur la nécessité à un moment de réformer la France. Est-ce que vous avez l'impression que c'est possible dans une alternance, ou est-ce qu'il faut vraiment que ça se fasse, ou ça ne pourrait se faire que dans des conditions d'union nationale ? D'abord, je pense que des réformes structurelles demeurent nécessaires. Dans l'idéal, ça devrait se faire au début d'un quinquennat, que ce soit de droite ou de gauche, mais il faut que ce soit quand même au minimum expliqué, annoncé, pas forcément dans le détail, mais enfin dans les grandes lignes, dans une campagne électorale, donc ratifié jusqu'à un certain point. Ce qui n'a pas été le cas les deux dernières fois. Et puis, il y a toujours des arguments, disons, d'optimisme. On attend que ça s'améliore. Et aucun dirigeant en France n'a envie de prendre de front la coalition de l'ensemble des ceux qui défendent les avantages acquis, qu'ils soient énormes, moyens ou petits. Alors après, si c'est pas dans un début de quinquennat, ça pourrait avoir lieu dans le cadre d'une crise aiguë que personne ne peut ni ne doit souhaiter. Ouais. Si à un moment donné la Commission se fâche vraiment en disant on vous donne des délais sans arrêt, vous n'y arrivez toujours pas. Vous avez remarqué d'ailleurs que les délais nouveaux, supplémentaires qui ont été donnés à la France ne courent que jusqu'en 2017, ce qui veut dire que la France, enfin les responsables français devraient prendre des mesures plus dures juste avant. Et c'est pour ça que je vous pose la question, parce que c'est de la politique française qui est en même temps de la politique internationale. Le troisième épisode, la troisième formule que j'avais suggérée dans cet essai, c'est bien que c'est irréaliste, mais c'est pour faire bouger les esprits, dans cet essai récent, la France au défi, ce serait un accord momentané, bipartisan, pour faire les 2 ou 3 réformes clés. Mais est-ce que vous y croyez, ça ? Parce que visiblement, on a un Hollande qui a beaucoup fait campagne contre Nicolas Sarkozy. Ce matin, pour déterminer, Nicolas Sarkozy refait campagne dans le Figaro sur François Hollande. Donc, cette idée que justement, il puisse y avoir une sorte d'union nationale, visiblement, ça leur échappe à tous les deux. Oui, mais si c'était pas si totalement bloqué avec les règles de la politique comme on le voit, puis il y a le compte à rebours des présidentielles, ou des congrès, ou des primaires, ou ceci, cela, ça n'aurait pas d'intérêt de lancer une idée comme ça, un peu pavé dans la mare, vous voyez. Mais je vois bien que ça ne fonctionne pas comme ça. D'ailleurs, ce qui s'est passé sur la loi Macron, avec l'esprit du 11 janvier, les frondeurs auraient dû dire on était inquiets, mais on était rassurés, et puis on va quand même pas embêter le gouvernement dans ce moment-là. Ils ont fait exactement le contraire. Ils ont fait le contraire. L'opposition aurait dû dire il n'y a pas grand-chose, mais ça va dans la bonne direction, donc on va voter pour, sauf si vos propres amis gauchistes la vident de son contenu. Mais c'était pas la position qui a été retenue finalement. Donc on voit bien que les lois inexorables de la politique politicienne court-termiste ne jouent pas dans le bon sens. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de poser la question. Alors avant il faut arrêter, tant que les réformes structurelles sont quand même à faire devant nous. Il faut continuer. Avant qu'on aborde les questions les unes après les autres, il n'y a pas de politique étrangère dans l'entretien donné par Nicolas Sarkozy ce matin dans le Figaro. C'était normal, au sens où, au fond, il parlait essentiellement d'économie. On peut partir de l'état du monde et pas forcément de déclarations de responsables français. Mais justement, est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps, qu'il existe encore un consensus sur la fameuse politique étrangère française qu'on pourrait appeler gaulo-mitterrandienne, quoi ? Alors, d'abord, ça n'a jamais été totalement vrai, même à la grande époque. Il y avait plutôt consensus sur le fait de dire qu'il y avait un consensus. Parce que ça nous rendait plus forts collectivement. Enfin, en gros, autour de la ligne gaulliste, puis gaulo-mitterrandienne, poursuivie par Jacques Chirac. Et c'est dire ce que j'ai fait moi avec Lionel Jospin dans son gouvernement pendant la période de cohabitation. C'est une sorte de gaulo-mitterrandisme modernisé, européanisé, on va dire. Bon, il y avait en gros consensus. Sauf qu'il y avait des désaccords aigus, mais sur des points particuliers, et qui n'opposaient pas la droite et la gauche. C'est normal. C'est la vie démocratique normale. C'était au sein de la gauche, au sein de la droite. Mais qu'est-ce qui se passe là maintenant ? Depuis l'élection de Nicolas Sarkozy, qui avait clairement déclaré vouloir rompre avec tout ça, tout cet héritage, tout ça est un peu brouillé. Et depuis l'élection de François Hollande, ce n'est pas mal mené, mais c'est plutôt, disons, au cas par cas, vous voyez, par rapport à ça. Donc les lignes générales sont un petit peu perdues. Et moi, je vois à travers différents épisodes récents, la controverse sur le voyage des parlementaires à Damas. Il y a eu un autre voyage de parlementaires à Moscou, d'ailleurs. Des interrogations peu publiques, mais fortes dans les milieux spécialisés sur la politique française, sur l'Iran, par exemple.
il y a un début quand même de... Mais personne n'est d'accord, en fait. En surface. Non, vous allez trop loin. Il y a un début d'interrogation, pour pas dire alors on va prendre les cas perplexité ou controverse. On n'en est pas encore là. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui persiste. Je vais vous donner des exemples et vous allez me dire ce que vous en pensez. François Fillon qui parle justement de retournement d'alliance, parce que il y a deux choses qui sont différentes. On peut discuter avec Poutine ou s'allier avec Poutine. On peut discuter avec Assad, c'est ce qu'ont fait les parlementaires, ou on peut prôner une sorte de renversement d'alliance et donc demander à Assad de nous aider contre Daesh. Là, c'est pas du tout les mêmes. C'est pas la, enfin, discuter ou s'allier, c'est pas la même chose. Bien sûr, les mots ont un sens. Les mots ont un sens. Entre dire tous les torts ne sont pas du côté de Poutine, contrairement aux apparences, il faut tenir compte de Poutine et surtout tenir compte de la Russie qui sera toujours là, et donc avoir une approche plus intelligente qui donne peut-être à Poutine une porte de sortie. Me semble-t-il, c'est ce que tente François Hollande à juste titre et avec mérite depuis quelques mois et avec Madame Merkel. Ça, c'est une chose. C'est pas une question d'alliance. Renversement d'alliance, c'est tout à fait autre chose. C'est un bouleversement qui n'est pas raisonnable, que personne ne défend en vrai. Je pense que le mot va trop loin. Dans le cas de la Syrie, il y a une différence énorme entre dire on peut pas ne pas tenir compte du fait que Assad est toujours là, qu'il n'a pas été renversé. Si on est logique avec la coalition contre l'État islamique, ce que voulait Fabius au début. Beaucoup de gens, puis Alain Juppé déjà à la fin, cette ligne a commencé à la fin de Sarkozy, rappelez-vous. Sarkozy-Juppé. Mais qui est quand même, d'une manière rémanente, va jusqu'à François Hollande, parce que les propos qu'il a tenus sur les cadres parlementaires, justement, sont très durs. À Manille, ce sont des mots très très durs, rappelant... Très durs. La dictature, le peuple assassiné, les 200 000 morts. Oui, parce que la thèse française, c'est que Assad est responsable en fait de l'ensemble de la situation, y compris de la guerre civile. Mais je voulais dire, pour répondre à votre question, que il faut distinguer le fait de dire on peut pas ne pas tenir compte du fait qu'Assad est toujours là, on peut pas faire une vraie coalition efficace contre l'État islamique si on ne va pas coopérer plus avec les Iraniens, même si ça nous plaît pas, et plus avec les services secrets syriens, même si ça nous plaît encore moins. Ça, c'est une chose. Dire on va s'allier avec lui et puis commencer à faire l'apologie, c'est autre chose. Donc il y a plusieurs lignes possibles. Mais justement, pardonnez-moi si je vous pose cette question. Non mais vous distinguez dans votre question et vous avez raison de distinguer. C'est pas les mêmes formes de critique. D'accord, mais est-ce que ça veut dire que François Hollande, dans ce registre-là, il ne serait pas dans la tradition que vous avez incarnée, ni, disons, dans ce qu'on peut simplifier comme une forme d'atlantisme sarkozyste, mais il serait une sorte de bricolo de la politique étrangère, cherchant des alliances par-delà les grandes traditions, c'est-à-dire l'atlantisme d'un côté et le gaulo-mitterrandisme de l'autre. Oui, mais c'est pas si simple, parce que d'abord, la plupart de ceux qui sont sur une ligne, disons, occidentaliste dure ne sont pas atlantistes au sens classique, parce qu'ils sont pas alignés sur Washington, parce qu'ils trouvent Obama trop faible. Donc on n'est plus dans le vieux schéma atlantiste ou anti-atlantiste. Mais la question, elle était sur Hollande, qui est en train de bricoler quelque chose entre deux grandes tensions, quoi, ou deux grandes écoles de diplomatie. Non, vous le présentez de façon trop caricaturale, parce que c'est vrai que c'est un choix pénible. Et disons, c'est une position honorable de dire, moi je veux pas traiter avec Assad, il est quand même principalement responsable de la guerre civile, les 200 000 morts, c'est un régime de psychopathes, répressif, etc., etc. Bon, mais donc ça se défend la position morale, sauf que c'est une position, et après on est un peu enfermé dans une position qui, comme son nom l'indique, n'est pas une stratégie de mouvement. Donc finalement, vous n'écartez pas ce voyage, ne vous paraît pas scandaleux? Ah, de toute façon, les réactions au voyage me paraissent disproportionnées. On peut dire ça sert à rien, on peut dire on n'a pas besoin d'y aller pour connaître les positions d'Assad. On sait très bien que c'est compliqué de combattre et Assad et l'État islamique, on le sait tout ça à l'avance. Donc on pourrait dire ça sert à rien, de quoi il se mêle. Mais prendre ce ton outragé me paraît exagéré. On peut pas interdire à des parlementaires, dans le cadre de leur liberté normale de mouvement, d'information, de dire il faut tenir compte de la Syrie. Mais quelle leçon en tire-t-il après? Et après, il y a toute une gamme. Moi, je fais partie de ceux qui considèrent qu'en effet, si on veut lutter efficacement contre Daesh, contre l'État islamique, il faut une coalition qui aille plus loin. Sinon, on arrive à endiguer l'État islamique, mais on ne peut pas l'éradiquer. Je pense que les Américains sont en train d'évoluer dans ce sens. Je regretterais pour la France qu'on soit seul sur une position absolument honorable, moralement défendable, mais statique. Et qu'on n'arrive pas à avoir le minimum de coordination d'information. Mais encore une fois, il ne s'agit pas après de devenir des soutiens d'Assad. Il pourrait y avoir un minimum de concertation avec les services secrets. Il pourrait y avoir... ça a lieu sûrement. C'est pas sûr. Au niveau américain, oui. Au niveau français, je ne crois pas. On entend même dire que les Syriens s'y sont refusés, compte tenu des positions de la France. Question, mais il pourrait y avoir autre chose. On peut dire, les Européens pourraient tous décider, par exemple, de rétablir un minimum de relations
diplomatique consulaire sans ambassadeur, diplomatique consulaire pour des raisons humanitaires et pour des raisons culturelles. Par exemple, il y a un lycée français à Damas qui a survécu malgré... là, il y a une urgence. On peut pas, je comprends les nécessités de la coopération culturelle qui serait une sorte de cheval de Troie pour aller discuter avec Assad. Aujourd'hui, pardonnez-moi, il y a une guerre. Il ne s'agit pas de passer au soutien à Assad. Il y a toute une gamme, c'est ça que je voulais dire. Mais, si on devait bouger. Mais il va bien falloir bouger, puisque de toute façon, Daesh, pour l'instant, ne recule pas fondamentalement. Alors, ils sont endigués, on peut dire. Ils sont endigués. Donc, et comment ça peut fonctionner sans l'aide d'Assad? Et c'est pas de ma part une prise de position. Et comment ça peut fonctionner ou évoluer sans intervention terrestre? C'est un problème d'ailleurs, d'abord pour les Américains, la question juste que vous posez. Il ne faut pas tout ramener aux positions françaises, c'est un élément parmi d'autres, nos positions. Hein. Pour les Américains, qui sont engagés dans la coalition contre Daesh, le double ou triple jeu de la Turquie est le problème numéro un. Le fait de savoir jusqu'où ils peuvent aller avec les Iraniens, c'est un autre problème. Je pense que la concertation discrète avec la Syrie, c'est pas un problème pour eux. Ils le font certainement. La Turquie, c'est plus compliqué. Hein, donc faut pas approcher ça que sous l'angle français. Mais c'est vrai que si on veut se coaliser, il faut être plus logique, il faut aller plus loin. Si on veut vraiment éradiquer l'État islamique, mais ça veut dire remplacer là où est Daesh, disons le pseudo-État Daesh, par un État irakien crédible, accepté par les sunnites comme par les chiites. Ce qui n'est pas le cas pour l'instant. C'est pas le cas, c'est même l'inverse. J'ai eu d'autres, parce que évidemment, quand on tire la pelote, ça va loin, évidemment. Non, et il y a une autre position, et après on va parler de Poutine, ce qui nous reste 3 minutes, mais c'est important de terminer là-dessus. Sur Daesh aussi, dans les gens qui ont exercé des responsabilités politiques. Tout à l'heure, j'évoquais la position de François Fillon, qui est, disons, plus une sorte de gaullisme à l'ancienne. Mais vous avez Dominique de Villepin qui, sur un autre registre, lui dit de toute façon Daesh, c'est quand même une création, en gros la nôtre, quoi. C'est-à-dire des Occidentaux depuis qu'on est parti en guerre dans les années 90 contre l'Irak, et le démembrement de tout ça, plus une sorte de soutien implicite des monarchies pétrolières sur fond de wahhabisme, ont finalement créé quelque chose. Et plus, je vais jusqu'au bout de la logique pour que les gens comprennent bien les questions, plus on les combat, plus on va avoir de bombes chez nous. C'est ça l'idée. Il conclut qu'il ne faut pas les combattre ? Bah oui. Oui, mais il va trop loin. Non, chez Dominique Villepin, il y a très souvent une intuition juste intéressante et salutaire des excès de l'Occident. L'occidentalisme, le manichéisme. Ça, c'est 2003, ça. 2003, puis toute une histoire occidentale qui remonte à la colonisation et après qui a continué, puis qui s'est réincarnée dans le courant, ce qu'on appelle néoconservateur aux États-Unis, qui est inflexible, excessif, complètement aligné sur le Likoud en Israël, qui tient aucun compte du camp de la paix israélien, qui une sorte de manichéisme finalement dangereux. Donc ce que dit Dominique Villepin, ça s'applique assez bien à la politique américaine et à ses incohérences successives. Pas spécialement à la France, qui n'y est pour rien. Mais pas aujourd'hui. Donc nous... Non, mais la France n'y est pour rien dans la situation qui a été créée. Ça ne veut pas dire que la France ne soit pas embarrassée dans une position aujourd'hui qui donne l'impression à certains égards d'être dans une impasse, mais la France n'est pas responsable de ce que rappelle Dominique de Villepin. Mais quant à tirer les conclusions que du coup il ne faut rien faire, à cause de ce passé qui est critiquable, c'est difficilement tenable. Si c'était simplement un changement de régime dans un pays lointain, on n'y peut pas grand-chose, puisque toutes nos prétentions à gérer le monde sont maintenant caduques. Hein. Mais il y a quand même une question de sécurité. Donc je ne pense pas qu'on puisse s'en tenir à cette position-là et considérer que la position de plusieurs pays arabes aujourd'hui, pays arabes, dont l'Arabie et le Qatar, qui regrettent d'avoir peut-être fait les apprentis sorciers dans cette affaire, on ne peut pas être complètement en dehors. Donc moi je ne critique pas cet engagement-là. Simplement, il met en évidence des incohérences dans la coalition à travers les questions iraniennes, syriennes, turques, voire russes. Dernier point, il nous reste un peu... Avec nous, ce serait important. Un peu moins d'une minute. Vous avez évoqué tout à l'heure la situation de Poutine, donc évidemment converser, mais ne pas s'allier. Ce qu'on a vu dans les images d'hier, c'est les 50 ou 60 000 manifestants de Moscou. Ils considèrent que l'assassin, même si c'est évidemment pas prouvé, ça ne sera pas, c'est Vladimir Poutine. Alors, est-ce que vous avez le sentiment que ça vient de son entourage, ou est-ce que vous pensez que c'est fondamentalement on en évoquait avec Fedorovski tout à l'heure, la trace de sa faiblesse, c'est-à-dire que au Kremlin, il y a des nationalistes plus durs que lui. Je dirais plutôt que Fedorovski, d'abord, tous les deux on n'en sait rien, donc on parle un peu en l'air, sauf qu'on peut raisonner sur le sujet. C'est évident qu'il n'a pas une responsabilité directe. Quelqu'un qui serait un despote à un point tel qu'il fait assassiner ses opposants, les fait pas assassiner devant sa porte. On peut parler de responsabilité indirecte, mais ça le met en cause d'une façon grave. C'est ce que dit Fedorovski, je pense, c'est ce que pense Gratchev aussi, qui était le porte-parole de Gorbatchev, qui est un opposant
important mais modéré dans l'expression. Le simple fait qu'il ne contrôle pas ça, c'est tragique pour lui. Parce que toute son autorité en Russie, qui est très grande, vous vous rappelez, il a une popularité au moins de 70%, parfois au-dessus. Bon, elle est fondée sur le fait qu'il a rétabli, après le chaos de Yeltsin, encouragé par les Occidentaux, il a rétabli le pouvoir, l'autorité, la verticale du pouvoir. Donc s'il contrôle et là, il pourra même apparaître pour les nationalistes ultra comme une sorte de faux dur qui contrôle pas le périmètre immédiat de son Kremlin. C'est possible, c'est possible. Il se peut d'ailleurs qu'il ne contrôle pas entièrement les séparatistes ukrainiens, qui est vraiment des réseaux à la fois nationalistes, militaires ou mafieux ou autres qui lui échappent. Mais c'est une mise en cause presque aussi grave pour lui. Moins grave moralement, mais très grave politiquement. Ça peut l'amener à réagir. C'est pour ça d'ailleurs que les efforts tout à fait importants et utiles tentés par François Hollande et Madame Merkel pour lui offrir une porte de sortie autour d'un compromis qui équilibre les demandes des uns et des autres, pourraient être encore plus important pour lui s'il est mis en jeu là, disons dans sa crédibilité au pouvoir. Donc c'est peut-être utilisable ce malheur, cette tragédie, l'assassinat de cet homme courageux. Peut-être utilisable dans ce sens. Merci Hubert Védrine d'être venu ce matin sur l'antenne de Radio Classique donc, et de LCI, que l'on va retrouver. Je rappelle que vous avez été notamment donc ministre des Affaires étrangères. On va retrouver nos amis de LCI et Sophie Paolini sur l'antenne de Radio Classique.